Merci Alain. Et puis je pense que le témoignage de l'agglomération lyonnaise est important parce qu'elle est solidaire, une agglomération solidaire depuis très longtemps et qui se penche sur les quartiers en difficulté depuis très longtemps. Et la communauté urbaine sert ce territoire, contrairement à ce qu'on sait sur l'Île-de-France, puisqu'on n'a pas ce dispositif. Alors, pour ramasser un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, j'ai demandé à Jean Frébault, qui donc, préside le conseil de développement du Grand Lyon, qui a l'art de la synthèse, d'essayer de tirer quelques leçons, 4 points peut-être, à retenir, avant qu'on puisse débattre avec vous des expériences qui viennent de vous être présentées. Et si vous voulez, vous pouvez aussi revenir sur l'expérience brésilienne pour en débattre. Alors, Jean Frébault, lourde tâche pour une synthèse. Oui, ce serait pas mal d'avoir la lumière. C'est intimiste, sinon. Bien, je pense que je ne vais pas tout à fait respecter le cahier des charges d'Ariella qui met toujours la barre très haut. Bon, ce sera simplement quelques propos qui me viennent à l'issue de tout ce qu'on a pu entendre, qui est quand même passionnant et interpellant. Bon, pour ma part, vous savez que j'ai eu un parcours dans l'urbanisme et l'aménagement qui m'a conduit à m'intéresser pas mal à la politique de la ville. Et depuis que je préside le Conseil de développement du Grand Lyon, je m'inscris bien sûr dans cette continuité, mais j'ai quand même pas mal changé de regard parce que je rencontre des gens que je ne rencontrais pas avant, des associations, ATD Carmonde, des habitants de ces quartiers, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être beaucoup de questionnements à mettre sur la table sur la façon dont on conduit les politiques publiques en France. Alors j'ai, comme Jean Badarou et un certain nombre de collègues du club, visité les favelas qui ont été présentées tout à l'heure nous avons été accueillis par Eduardo et Viviane. Je me garderai bien d'asséner des vérités définitives à l'issue d'une visite de quelques heures. Bon, donc évitons, comme le disait Ariel en introduction, de généraliser, de caricaturer. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la maire adjointe de Lisbonne, et puis Alain Mergret, je dis quand même un petit mot au passage, parce qu'on se rencontre quand même assez régulièrement à Lyon. Il fait partie avec Bernard Paris des peu nombreux concepteurs en France qui considèrent que la participation des habitants est utile et qu'elle améliore les projets. Je souligne ce second point parce qu'il y en a beaucoup qui sont persuadés du contraire. Bon, alors je vais essayer de mettre un petit peu en relation ces différents points pour peut-être vous essayer de faire partager avec vous les réflexions. Et je pense qu'Ariel, on aura encore un temps de débat avant la fin de ce séminaire. Bon. Je rappelle quand même qu'en France, on passe pour les meilleurs en Europe en matière de politique de la ville. C'est une politique nationale, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, avant d'être une politique locale, qui est impulsée d'en haut. Et c'est un petit peu le défaut de la cuirasse, parce que les points faibles souvent dénoncés, c'est que c'est une politique extrêmement descendante, mais c'est culturel en France. C'est descendant depuis l'État, mais c'est aussi descendant depuis les collectivités. Tous ceux qui travaillent sur le terrain peuvent le constater. Donc elle a aussi des points faibles, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se font. Et puis les bidonvilles, les favelas, je dirais qu'on peut en avoir l'image de ce qu'étaient nos bidonvilles dans les années 50, mais quand on va voir, on se dit que c'est vraiment un cliché, que c'est pas du tout cela, et que peut-être, à certains égards, ce qui se fait là-bas est en avance sur ce qu'on fait en France, et que peut-être qu'à certains égards, il y a une adéquation plus grande que dans nos grands ensembles entre la forme urbaine et le mode de vie des habitants. Voilà des réflexions, mais là aussi, ne généralisons pas. Donc tout cela conduit à, je dirais, pas mal de modestie et à beaucoup se questionner. Alors les 4 points que j'ai retenus, je vous les livre rapidement. Le premier, c'est celui qui m'interpelle le plus directement, c'est l'articulation entre l'urbain et le social. Bon, en France, vous savez que en gros, les deux sont séparés, et que ce qui domine, c'est l'urbain. Je ne vous cite pas le montant du budget de l'ANRU comparé à l'accès. Quand vous regardez du côté des collectivités locales, c'est à peu près pareil, et en plus, c'est très compartimenté. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on fait des visites, quand vous visitez un quartier en politique de la ville en France, en général, vous êtes reçu par l'élu, l'aménageur ou l'urbaniste ou l'architecte, et il vous montre ce qui est visible, il vous montre l'urbanisme, il vous montre l'aménagement des espaces publics. Quand on est allé visiter les favelas, on était reçu par les gens qui habitent le quartier.
et ils nous ont tout de suite montré des ateliers d'économie solidaire. Vous voyez, bon. Il y a quand même un contraste assez saisissant. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de la rénovation urbaine, mais tout ça, ça fonctionne de manière beaucoup plus intégrée. Alors ce côté intégré, je ne dis pas qu'il n'existe pas en France, par exemple à la Duchère, mais ça fait un peu exception. On a une équipe totalement intégrée, mais c'est plutôt l'exception. Donc je pense que tout cela, actuellement, puisqu'on est... Le gouvernement actuel annonce qu'on va revisiter la politique de la ville, revisiter les fondamentaux. Moi, je suis membre du Conseil national des villes, on entend beaucoup parler de ça. Et on dit maintenant, il faut faire des projets intégrés, une contractualisation unique. Attendons de voir. J'espère qu'on va avancer dans cette direction. Mais c'est quand même un vrai défi. Le deuxième point qui, évidemment, me paraît le plus marquant dans tout ce qu'on a entendu, c'est la question de l'implication des habitants. Alors, j'y suis particulièrement sensible depuis que je suis au Conseil de développement, puisque nous sommes une instance participative. Bon. Il y a quand même un décalage assez criant entre les démarches dites bottom-up, qu'on nous a expliquées aussi bien au Brésil qu'à Lisbonne, et puis la France... qui est marqué par une culture de démarche descendante, portée aussi bien par l'État, par les collectifs, mais je dirais aussi les habitants. Les habitants, quand ils réclament à l'échelon au-dessus. Ils ne disent pas « je prends l'initiative de ». C'est ça qui fait débat d'ailleurs. Bon. Alors, en France, il y a des démarches de participation. Là, au Conseil national des villes, on a fait une observation un petit peu France entière, qui sont parfois assez intéressantes, qui sont très peu connues. Mais il y a beaucoup d'endroits où il ne se passe pratiquement rien, ou des démarches que je qualifierais d'alibi, qui sont simplement de l'information, voire de la manipulation, si on renvoie au texte d'Onslow, Eschel, d'Erstein, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu ces questions de méthodologie de la participation. C'est une participation générale octroyée dans des dispositifs décidés d'en haut. On entend encore beaucoup de clichés du genre... les habitants défendent des intérêts particuliers, par exemple des intérêts de riverains. Ils retardent les projets et ils font baisser la qualité des projets. Ça, on l'entend encore. Je ne l'entends pas à la Duchère, parce qu'à la Duchère, on a largement dépassé ce stade. Et puis, je cite la Duchère parce que je suis au comité de suivi participatif, mais il y a aussi d'autres lieux dans lesquels il y a quand même en France des expériences qui vont plus loin que la caricature que je viens de citer. Alors, des expériences quand même qui essayent de dépasser ce minimalisme. Bon, je fais quand même écho à ce qu'a présenté Jean Badarou sur Roubaix, où il y avait des images assez fortes sur l'habitat. Un architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, qui est assez engagé sur ces questions-là. Il y a des expériences de budget participatif, pas du tout connues en France, qui sont discrètes. Bon, moi, j'en connais à Rieux, par exemple. Alors, je cite les chiffres qu'a cité tout à l'heure notre amie portugaise. 1 million d'euros de budget par an dans une ville de 500 000 habitants pour accompagner ce qu'on appelle des projets de petite échelle. Bon. Et d'une échelle de l'ordre de 50 000 euros. Vous voyez, bon. Moi, j'imagine la ville de Lyon, qui a parfois des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros sur bien d'autres sujets, mettre 1 million d'euros sur des petits projets de petite échelle, mais c'est des projets de grand impact. Parce que quand des habitants voient, ça peut être des projets de création artistique, voient dans leur quartier qu'ils sont eux-mêmes les auteurs de choses qui marquent l'espace et qui donnent une trace, ce ne sont pas des petits projets. C'est quelque chose qui fait vraiment sens. Je fais écho aussi au fait qu'actuellement en France, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il commence à y avoir un débat sur les démarches ascendantes. Bon, il y a eu des travaux universitaires sur les expériences de pays anglo-saxons en matière de community organizing. Alors, à propos de démarches communautaires, il faut faire très attention aux mots. Là, tout à l'heure, sur le Brésil, il a été indiqué par Eduardo Trani et Viviane qu'il y avait une démarche tout à fait au départ d'organisation communautaire, qu'il ne faut pas du tout confondre avec une démarche communautariste. Un communautaire, ça veut dire être à l'écoute des habitants d'un territoire et les pousser à prendre l'initiative, à exprimer leurs attentes.
C'est une démarche qui est développée dans un certain nombre de villes d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, dans des pays d'Europe du Nord. On l'a vu aussi au Brésil. Il y a des élections. Et c'est donc des partenaires pour lesquels il n'y a pas une démarche octroyée de participation, mais qui sont vraiment dans des démarches d'implication citoyenne. Et c'est d'ailleurs eux qui nous ont reçus avec les professionnels brésiliens quand on est allé visiter les favelas. Ça, c'est très marquant. Ça n'existe pas encore en France. Il y a un mouvement actuel qui s'appelle Pouvoir d'agir, qui fédère toute une série d'associations, la Fonda, la DELS, etc., qui essayent de mener des démarches de ce genre. C'est-à-dire, on n'attend pas que la collectivité publique nous octroie le droit de prendre l'initiative. Nous la prenons nous-mêmes. Ça peut être sous diverses formes. On lance des projets, on revendique, etc. Et je sais qu'actuellement, à Grenoble, il y a une démarche de ce genre qui s'appelle Eco, qui est financée par la Fondation Abbé Pierre. Vous voyez. Bon, alors, je sais que c'est difficile, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, il y a quand même des petits frémissements ici ou là qui méritent de regarder de près. Et puis, attention aux mots. Vous voyez, on dit faire pour les habitants, mais dans les démarches ascendantes, c'est pas faire pour les habitants, c'est faire avec les habitants. Et puis, c'est même les amener dans des situations de coproduire avec la collectivité. Bon. Eh ben, en France, déjà, si on était à faire pour les habitants, on aurait marqué une marche, et puis il faut essayer d'atteindre la suivante. Voilà, donc quelques remarques un petit peu peut-être provocantes, mais je pense qu'il faut qu'on les ait en tête. Alors, le troisième point que je voulais évoquer, alors, je vais reprendre un petit peu la formule d'Alain Marguerite, qui renvoie aussi à l'ambition du projet. Est-ce qu'on est dans l'acupuncture ou dans la transformation brutale? Il y a toutes les situations. À la Duchère, on est un peu dans la transformation brutale, puisqu'on démolit 1700 logements, c'est-à-dire près de 25% du parc initial. Et alors, caser la participation des habitants dans la transformation brutale, c'est pas du tout évident par rapport à l'acupuncture. Bon, alors moi, j'ai vécu, là, Alain Marguerite n'en a pas parlé, mais il y a une histoire assez intéressante. Quand je suis arrivé à Lyon au Conseil de développement, on venait de sortir d'un débat très conflictuel, parce qu'évidemment, c'est pas évident de convaincre les habitants que c'est une bonne chose de démolir 1700 logements. Ça veut dire qu'on accueille des populations nouvelles, ça veut dire qu'on fait partir des gens, de gré ou de force, qu'il faut reloger ailleurs. Ailleurs où? Peut-on les reloger à l'endroit où ils souhaitent, dans le quartier ou ailleurs dans l'agglomération? Bon, il se trouve qu'à Lyon, ça s'est pas mal passé parce qu'il y a une solidarité d'agglomération. Dans d'autres villes françaises, c'est beaucoup moins évident. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça. Les habitants, parce qu'il y a eu un audit sur la participation, ils ont dit, mais votre discours de mixité sociale, qui est évidemment l'argument fondamental, moi je suis pour, comme je suppose la plupart d'entre vous, pour la mixité sociale. Mais la mixité sociale, ça ne peut pas résumer à soi seul l'ambition du projet. C'est une vision à long terme, c'est une vision, je dirais, désincarnée. Quand les habitants disent, au nom de la mixité sociale, vous faites venir des habitants nouveaux qui auront des beaux petits logements, des R+2, des R+3, de l'habitat individuel groupé, nous, ça va changer quoi à notre vie quotidienne? À la Duchère, les 3/4 des logements qui existaient vont continuer à exister. Donc là, on a dit, mais qu'est-ce que vous faites sur ces logements-là en matière de réhabilitation? En France, on a largement abandonné les crédits de réhabilitation au nom de la rénovation urbaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme espace public? Alors ça a quand même fait évoluer le projet. Par exemple, tout le travail des espaces publics dont parlait Marguerite sert aussi bien les habitants actuels que les habitants nouveaux. Ce n'est pas des points de détail que j'évoque là. Bon, il y a eu un moment, une grosse critique, vous démolissez, ça fait plein de gravats, plein de poussière, ça dure 2 ans, 5 ans, c'est extrêmement négatif comme message. Et alors les élus se sont dit oui, ils ont raison, il faut qu'on fasse des actions à court terme. C'est d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, ils ont appelé ça le pacte, plan d'action à court terme. Bon. Et donc on a rénové toutes les écoles à la Duchère. C'est magnifique d'ailleurs. Bon. Et on a commencé par ça, c'est exactement ce que je dis. Bon, et ça fait en 1 an ou 2, vous voyez. Bon. Et donc là, on voit que quand même l'interpellation des habitants a vraiment pris du sens, vous voyez. Donc, quand on dit mixité sociale, c'est formidable, je dis attention. Alors évidemment, les habitants du lieu n'ont pas forcément la vision à long terme.
l'état du débat public, du débat participatif, ce ne sera pas le même dans une génération. Vous voyez, bon. Mais pensons quand même qu'au nom de la mixité sociale, il ne faut pas laisser tomber quand même l'essentiel des attentes des habitants du lieu. Alors moi, ça me paraît quelque chose qu'il faut vraiment méditer. Alors peut-être que ce qu'on nous a dit au Brésil ou à Lisbonne est moins transformateur, hein, bon. Mais je pense que les leçons qu'il faut en tirer, c'est que les habitants du lieu, ils méritent autant de considération que les populations nouvelles qu'on veut attirer, même si c'est pour la bonne cause, éradiquer les ghettos, etc. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, alors je dirais, c'est la philosophie de l'action. La philosophie de l'action. Alors, j'ai entendu quand même des choses assez intéressantes. Alors, il y en a une que je voudrais citer, c'est l'émergence de la posture de professionnels militants. Hein, tout à l'heure, on parlait d'architecte social, par exemple. Hein, bon. Alors, je me suis demandé si dans les écoles d'architecture en France, on formait des gens de ce profil. J'en suis pas tout à fait sûr, hein, bon, mais j'espère qu'on va y arriver. Hein. Il y a des enseignants d'école d'architecture dans la salle, je crois. Hein, bon. Et ce qu'on apprend dans ces écoles, la participation, comment des professionnels peuvent s'impliquer dans la participation des habitants. La question des mots, c'est pas du tout négligeable. Hein. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est vous, madame, il ne faut pas stigmatiser, donc quartier prioritaire. Hein. Bon. Alors en France, on patauge là-dedans, un quartier en difficulté, quartier de relégation, je ne sais pas très bien où on en est. Hein. Bon. Politique de la ville, on a toujours des périphrases. Hein. Bon. Les trous, les failles du système. Je pense qu'il y en a partout, y compris dans notre système très rationalisé en France. Hein, et c'est souvent là qu'on voit qu'il y a des innovations intéressantes. Hein, donc, comment on peut se faufiler, vous voyez, les professionnels militants, les élus qui ont une vraie vision. Hein, bon, donc ça, il faut aussi le regarder. La méthode, comment vous avez dit, la méthode gradualiste. Hein, alors là, je citais l'exemple de la Duchère, le court terme, le moyen terme, le long terme. Je pense qu'en France, on a trop tendance à faire rêver sur des projets ou des maquettes, vous voyez, à 20 ans. Hein, bon. Et la philosophie de l'action, hein, pour que les habitants se l'approprient, c'est étape par étape. Il faut qu'ils voient des résultats. C'est pas un discours sur un rêve qui est de toute façon revisité régulièrement. Ils finissent par plus y croire du tout. Hein. Vous nous annoncez ça et on ne le fait pas. Donc là, je pense que là, il y a aussi un effort à faire. Et puis, alors, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans les exposés, là, toujours sur les philosophies de l'action. On a beaucoup parlé d'environnement au Brésil. Hein. Alors, je me suis demandé quel est le rapport il y avait entre l'environnement et la participation des habitants. Et je me dis que l'environnement, puisque en France, on veut faire des écoquartiers partout, hein, ça fait débat, mais enfin, on sent bien que c'est une tendance lourde. Vous voyez, hein, bon. Alors, écoquartier, quartier durable, affirmons clairement que les démarches participatives, l'implication des habitants font partie du développement durable. Ce n'est pas encore complètement rentré, me semble-t-il, dans la vision des choses. Et comme il y a quand même quelques moyens financiers, intellectuels, hein, méthodologiques mis dans ces démarches, je défends l'idée que il faut pas segmenter, il faut au contraire que cette démarche soit agrège, je dirais, les différents ingrédients qu'on doit mettre dans la fabrication d'un projet. Et pour conclure mon propos, et non pas l'après-midi, moi je dirais que je milite beaucoup pour que ces expériences peu connues, hein, quand même intéressantes, innovantes, en France et dans d'autres pays, le Brésil, le Portugal et ailleurs aussi, soient regardées, capitalisées, diffusées. Et peut-être que ça nous permettrait de sortir du discours un peu uniformisant. Hein, on est en train de revisiter la politique de la ville. Moi, je suis dans des groupes de travail du CNV. Je crains qu'on nous ressorte un nouveau discours uniformisant, vous voyez, hein, bon, et qui ne parte pas forcément de la base. Hein, le rapport de la Cour des comptes aidant, vous voyez ce que je veux dire, hein, bon. Voilà. Bon, donc c'est un peu un appel à ce que nous mobilisions tous sur de nouveaux horizons. Merci de votre attention.